Camille a toujours été présent dans ma vie depuis que je suis enfant. J'ai vu des photos, j'ai entendu les adultes en parler. Ça a été l'absent le plus présent, je pense, dans mon histoire de tout temps. Il a toujours existé. Voilà, c'est une présence à la fois invisible, forcément, mais avec incarné tout de même, voilà, par la vie de mon père, par la vie de tous les gens qui m'en ont parlé autour de moi. Voilà, il a toujours été présent. Enfin, jusqu'à une époque très récente, j'ai croisé des gens qui m'ont parlé de Camille, etc. Camille est mort il y a 75 ans. Néanmoins, il est pour nous toujours vivant. Voilà. Écoutez, je ne suis pas un champignon, c'est-à-dire que je ne suis pas issue d'une génération spontanée, je suis le produit d'une histoire. Et mon histoire, c'est celle-là. Ce sont des gens qui se sont impliqués pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont combattu, qui ont payé cher le prix. Voilà, Camille en est mort, ma tante a été déportée. Évidemment que ça laisse des traces. Ça me constitue, voilà, cette histoire-là me constitue malgré moi. Voilà. Alors après, de dire que je me réveille tous les matins en me disant mon Dieu, je suis fille et nièce de déportés, de morts torturés, etc. Non, évidemment pas, mais je suis la fille de mon père. Mon père a vécu 80, non pas 80, mais 75 ans avec cette histoire, un peu moins d'ailleurs. Ça veut dire qu'il a subi des traumatismes, il a porté un sentiment de culpabilité jusqu'à son dernier souffle, d'être celui qui a survécu à ses frères et sœurs, celui qui n'a pas pu sauver son frère, et ça il l'a dit peut-être 3 jours avant sa mort, il continue à le dire, voilà, j'ai échoué. Donc, il était aussi celui qui a dû vivre pour 3, ça il le disait aussi, voilà, par rapport au respect qu'il devait à ses morts, à sa mère, à tout ça, voilà. Donc tout ça fait que j'ai une histoire particulière, malgré moi, et ça m'a conféré sans doute une éducation qui n'est pas celle du commun des mortels. Alors vous dire précisément ce que ça a fait naître en moi, je ne sais pas, mais oui, je suis le produit de cette histoire. Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que Camille, à mon avis, a été un peu l'emblème du résistant clermontois. Il avait un physique qui s'y prêtait, c'était un athlète, il a connu beaucoup de gens, etc. Ce qui fait qu'il est resté dans les mémoires, qu'on le veuille ou non, il est resté dans la mémoire. Voilà. Il y a un tournoi de lutte qui est né dans les années 90, donc bien longtemps après sa disparition, qui a été porté par des jeunes gens qui ne l'ont absolument pas connu, mais la personnalité de Camille est vraiment restée. Il y a eu ce challenge d'athlétisme tous les ans que des générations de gamins ont disputé à Clermont, qui fait qu'ils ont toujours entendu le nom. Voilà. Moi, j'ai côtoyé des tas de gens dans ma vie professionnelle qui ont osé me dire, au bout de plusieurs années de rencontres, que oui, ils avaient connu Camille, et oui, c'était cette personnalité à la fois... alors c'était ce très bel athlète, et puis qui était à la fois humble et avec un charisme énorme. Voilà. J'ai entendu ça, mais pendant des années et des années. Je vous raconterai peut-être l'anecdote des skis aussi. Voilà. L'histoire et la mémoire de Camille, pourquoi je ne saurais vraiment l'expliquer, si ce n'est parce qu'il est emblématique d'un lieu, d'une histoire, d'une mémoire à un moment donné, continue à vivre dans le temps. Voilà, c'est pas un moment figé, et de toute façon l'histoire, il ne faut pas le concevoir comme quelque chose de figé, c'est un fil ténu qu'on continue qui tend comme ça, qui se tend entre deux époques. Voilà, il faut le prendre comme ça. Pour moi, Camille est emblématique d'un lieu, d'une histoire, d'une mémoire. C'est le résistant clermontois par excellence. Voilà, c'est le beau sportif, c'est une sorte d'icône en la matière, le résistant que tout le monde peut-être aurait aimé être ou pas. Pourquoi est-ce que Camille a marqué comme ça de son empreinte de façon aussi forte un lieu? Je ne sais pas, je ne peux pas l'expliquer, on n'était pas d'une grande famille, c'est pas un homme politique, il n'a vécu que 23 ans, c'était pas une gloire du foot, c'était pas un chanteur voilà, à la mode.
Il a imprimé sa marque parce que je pense que c'était une belle personnalité, qu'à l'époque il était très sportif forcément, que les gens aimaient le sport, qu'on en parlait dans la montagne forcément et dans les autres journaux du moment. Il est mort donc très jeune, à 23 ans, sans avoir fait d'autre chose entre guillemets que de la résistance et du sport. Mais dans la mémoire, ça reste, ça fonctionne. Peut-être, s'il n'était pas mort, peut-être que voilà, on ne parlerait plus du tout de lui. La tragédie qui entoure sa mort fait que voilà, ça a touché beaucoup de gens. Là, on est dans l'affect véritablement, de voir le beau visage de cet homme torturé à mort, etc. Ça marque les esprits, voilà. Plus sans doute que s'il était mort dans son lit à 90 ans ou que sais-je encore, voilà. Je suis très partagée quant à ma volonté de savoir ou pas comment Camille est mort véritablement, comment et surtout pourquoi. Parce que voilà, pourquoi lui, pourquoi pas d'autres, pourquoi dans ces circonstances, pourquoi on le fait complètement disparaître, je ne sais pas. Alors oui, d'un côté j'ai envie de savoir, de l'autre ça me semble une montagne infranchissable à gravir pour retrouver véritablement... pour approcher cette vérité, parce que je ne suis même pas sûre qu'on la connaisse un jour, mais en tout cas on pourrait peut-être l'approcher. Je suis partagée, pourquoi? Parce que d'une part il y a les témoignages de personnes, d'humains forcément, parce que ce sont des témoignages, qui m'ont rapporté certaines choses. On sait ce que c'est que la mémoire humaine, hein, comment le cerveau s'arrange avec des faits pour qu'ils soient supportables. Donc elle est faillible forcément, tout comme sont faillibles aussi tous les documents administratifs qu'on peut trouver, puisqu'on sait également que l'on soit d'un côté, dans un camp ou dans l'autre camp, on ne verra pas, on ne relatera pas les choses de la même façon. J'en veux pour preuve un exemple très bête, hein. J'ai le journal de marche du groupe de la Wehrmacht qui a attaqué le siège du premier corps franc à l'Espinasse, tout à côté d'ici, qui est lié donc à l'histoire du lieu où on est aujourd'hui, à l'hôtel du commerce à Volvic. Il relate les faits en disant que Otto Stag, donc le gradé qui commandait ce groupement, a été blessé et qu'on l'a évacué, etc. Non, il n'a pas été blessé, il a pris une balle entre les deux yeux, il est mort sur le coup, bien évidemment, voilà. Mais on avait intérêt à ce moment-là d'écrire dans ce document administratif qu'il n'était pas mort. Voilà, donc la mémoire des archives est également faillible, parce qu'elle est aussi faite par des humains, et par des humains qui ont un intérêt à ce que la chose soit dite de telle ou telle façon. Il ne faut pas croire que parce que c'est écrit par un administratif, que c'est objectif. Il n'y a jamais d'objectivité, voilà, ni d'un côté ni de l'autre. Tout est toujours subjectif, pour un intérêt personnel ou pour un intérêt collectif. Donc voilà, oui, d'un côté, donc j'aimerais savoir comment il est mort, de l'autre, je pense qu'on ne le saura véritablement jamais. Voilà. Après, il y a une dimension complètement romantique que moi, j'ai collée à la résistance et à cette histoire familiale, qui fait que de temps en temps, pour me rassurer, pour me raconter une histoire comme on la raconte aux petits-enfants, je me dis qu'un jour, il y a une lettre qui va arriver, il y a un monsieur qui va arriver, il y a une dame, que sais-je encore, et qui va me dire, voilà, j'ai connu Camille dans les années 70 à tel endroit, voilà. Donc, cette chose-là, pour une raison complètement irrationnelle, complètement adolescente, me rassure. Voilà. Donc, je ne suis pas sûre de vouloir connaître complètement la vérité, et je ne suis pas sûre de vouloir croire qu'il est complètement mort, voilà, en partant le 2 mars au matin des locaux de la Gestapo à Vichy. Je sais que c'est ça, je sais que c'est vrai, mais je ne veux pas le croire. Mon histoire familiale m'a forcément orientée d'une certaine façon, c'est-à-dire que jusqu'à l'adolescence, jusqu'à la fin de l'adolescence, par exemple, j'ai cru que la France entière avait été résistante et que l'exception, c'était les attentistes et les pétinistes. Quand j'ai commencé à m'intéresser de plus près à l'histoire
telle qu'elle était relatée dans les livres, je me suis rendu compte que c'était tout à fait l'inverse, quoi. Et là, ça a développé en moi un sentiment de faire partie d'une petite minorité, voilà, de gens qui n'étaient pas représentatifs de ce qui fait société, voilà, à un moment donné. Et après, je me suis dit aussi que j'avais une chance inouïe de rencontrer ces gens-là, ces gens qui, pour des raisons complètement diverses, mais d'un éclectisme qu'on ne peut même pas imaginer, s'étaient engagés, mais s'étaient engagés en risquant leur peau. Voilà, on ne s'est pas engagé comme ça pour aller distribuer des tracts ou vendre un canard le dimanche matin. Non, on s'était engagé et on savait qu'on pouvait y passer. Voilà, j'ai rencontré donc des gens à la fois très valeureux et animés souvent, pas tout le temps, mais par un idéal de vie en société. Voilà. Moi, j'ai retenu leur programme, ce programme-là qui a abouti à la libération, à tous les bienfaits du Conseil national de la résistance, de ce que ça a pu apporter, et qui est souvent battu en brèche aujourd'hui pour plein de raisons, enfin pour plein de raisons, non, pour des raisons politiques et uniquement politiques. Voilà. Donc ma perception de la société, forcément, elle est habitée de ces idéaux-là qui ont animé la plupart des résistants. Je dis bien pas tous, mais la plupart. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, je voulais juste dire que les résistants, on est résistant quand on a nourri des gens, quand on a caché des armes, quand on a porté un message. On n'est pas forcément résistant parce qu'on avait une mitraillette au poing, etc. Voilà. Et les gens qui se sont vraiment engagés avaient horreur qu'on parle de grands résistants. Ça n'existe pas, les grands résistants. Il y a des résistants, point barre, parce que le tarif, pour tout cela, là, pour ceux qui avaient nourri, qui avaient hébergé, ou ceux qui avaient porté les armes, il était le même. Voilà, on se faisait déporter, on se faisait fusiller, voilà. Donc ça, c'est un bête objet du quotidien, c'est un fait-tout, hein, un fait-tout en fer blanc, et dans la famille, on l'appelle le fait-tout de Camille. Alors ça tient à la fois de la légende familiale, et j'apprendrai par la suite que ce n'est pas qu'une légende. Voilà, alors esthétiquement parlant, il n'y a pas débat, il est très moche. On est bien d'accord, mais vous voyez là, il y a des rondelles avec des écrous et une vis, je ne sais pas, je ne connais pas les termes, et là aussi. Et là, ce fait-tout, il a été traversé de part en part par une balle que Camille a tirée en nettoyant chez ma grand-mère son pistolet. Alors, est-ce que c'était un pistolet, un revolver? Je ne sais pas. Et comme à l'époque, eh ben, d'un point de vue économique, c'était un petit peu difficile, eh ben, on réparait les fait-tout. Voilà, contrairement à aujourd'hui où on jette tout, hein, à l'époque on réparait. Et donc ce fait-tout a survécu au temps, à l'histoire, au déménagement. Il est allé en Provence, il a fait du chemin ce fait-tout avec nous. Et donc il est dans la cave, là, chez moi. C'était précédemment la maison de mon père, donc il est toujours là. Et régulièrement, je me dis, bon, bah, cette fois-ci, c'est bon, je jette le fait-tout, parce qu'on ne peut rien en faire. Hein. Donc, il y a des reliquats d'aliments carbonisés à l'intérieur. Voilà, donc je l'ai sorti il y a un mois de ça, en me disant, bon, cette fois-ci, t'es cuit, mon vieux, tu vas... Voilà. Et puis non, j'ai pas réussi à le jeter. Voilà, donc il y en a qui trimballent des casseroles, moi, je me trimballe mon fait-tout. Et je plains d'ores et déjà mon fils qui va devoir décider de son sort, hein, après moi, à un moment donné. Voilà, ce fait-tout, c'est une trace de vie, c'est la trace tangible de l'existence de Camille, et je crois qu'en plus c'est relaté dans différents documents d'archives, hein, où on parle de l'anecdote du fait-tout, voilà. Donc moi j'ai longtemps pas douté, mais je me suis dit, oh, bah, c'est rigolo cette anecdote du fait-tout de Camille, etc. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Et il se trouve que par la suite j'ai appris que c'était véritablement vrai, non pas que j'ai mis en doute la mémoire familiale, mais ça figure dans les archives. Donc dans les archives, il y a des témoignages de ma grand-mère, des témoignages de Marie-Lou, donc qui était la fiancée de Camille, qui interrogeait donc sur le fait de savoir si Camille avait une arme ou pas, donc s'il était potentiellement dans la résistance. Quand elles ont été arrêtées, voilà, et ben témoignent qu'effectivement elles l'ont vu manipuler une arme, puisqu'il y a eu un coup de feu qui est parti dans une cuisine, celle de ma grand-mère, et que ce coup de feu a eu pour conséquence l'anéantissement presque total, mais pas tout à fait, de ce fait-tout.
Donc j'ai aussi en ma possession, outre des photos, des tas de courriers de Camille, bien évidemment, qui pareil, hein, ont traversé les décennies, hein, plus de 7 décennies. J'ai tout ça par devers moi. Et j'ai notamment sa gourmette de bébé, voilà, avec son prénom et sa date de naissance derrière. Curieusement, j'ai pas celle de mon père, j'ai pas celle de Simone, mais j'ai celle de Camille. Alors ça me touche parce que c'est mon second prénom, Camille. Alors aujourd'hui, en psychologie, on dirait mon Dieu, quel boulet. Mais voilà, alors d'une part, j'en suis fière, hein, de porter ce prénom, parce que c'était pas quelqu'un d'anodin. Et ensuite, c'est un peu comme une présence bienveillante à mes côtés. Voilà, alors je sais pas, on n'y met pas du tout de choses ésotériques dedans, ni quoi que ce soit, mais voilà, donc j'ai toujours la gourmette de Camille, en plus de tout le reste, en plus des courriers, des photos, du fait-tout. Ma grand-mère, je pense jusque dans les années 70, n'a eu de cesse de rechercher des traces de Camille. Elle a écrit dans toutes les ambassades d'Europe, à toutes les associations concernées par la Seconde Guerre mondiale pour essayer de trouver des traces de son fils. Elle a fait des listes, j'ai retrouvé des listes de gens qu'elle avait contactés. Plein de gens lui ont répondu évidemment, alors les réponses étaient parfois surprenantes. Quelqu'un l'a vu dans un camp de concentration, un autre l'a vu à Odessa dans les années 50, etc. Et puis il y a ceux aussi qui ont essayé de tirer un bénéfice de ça, puisque ma grand-mère n'était pas la seule mère qui avait perdu un enfant dans ce conflit. Et donc il y a des gens qui promettaient de donner des informations contre monnaie, contre rétribution, voilà. Donc ça aussi, ça plante le décor ça en dit long sur la nature humaine, voilà. Ce que je voulais préciser, c'est que ma grand-mère s'est jamais victimisée, voilà. Elle s'est toujours positionnée comme une battante par rapport à cette histoire et jamais elle a baissé les bras. Je pense que rapidement, elle s'est doutée qu'elle ne reverrait pas son fils, mais voilà. Elle s'est jamais érigée de toute façon comme une victime par rapport à cette histoire. Mais néanmoins, elle n'a jamais cessé non plus de se battre pour essayer de trouver la trace de son petit dernier. Voilà, je vous disais tout à l'heure que l'histoire de Camille n'a de cesse de rebondir et de revenir dans la mienne, dans notre quotidien, malgré nous. Et c'est pas une torture, hein, rassurons-nous. Voilà. Donc c'est ce qui a été détenu depuis 1946 par les filles d'Abel Martinon, donc qui a été déportée suite à l'attaque du PC du premier corps franc d'Auvergne le 1er mars 1944. Et donc c'est ce qui avait été prêté à Abel quand il est revenu de déportation par mon père. Et donc c'était les skis de Camille. Et l'année dernière, les filles d'Abel sont venues, sachant que j'avais des liens de proximité avec l'exploitant et le propriétaire de l'hôtel du commerce actuellement, ont rapporté, comme un clin d'œil à l'histoire, les skis de Camille, voilà, en s'excusant parce qu'il manque les bâtons, entre autres. Voilà. Donc 70 ans après, les skis de Camille sont revenus dans le giron familial. Voilà, c'est drôle. Donc il y a les skis et puis l'histoire de la serrure aussi. Camille donc a été détenue à la prison de Clermont. Et quand la prison a été désaffectée, donc de mémoire c'est à la fin des années 90, début des années 2000, elle a été complètement démantelée et tout, enfin à l'intérieur en tout cas. Le directeur de la prison a appelé mon père, il ne se connaissait pas, mais le directeur de cette prison connaissait l'histoire et il lui a fait passer, lui a remis même la serrure de la cellule, de la porte de la cellule dans laquelle Camille avait été incarcérée en janvier 1944, donc quelques semaines avant sa disparition. Voilà. L'histoire, encore une fois, avait rebondi des années après. On a encore la serrure.